Bienvenue à ce webinaire nommé 5G, les avantages l'emportent-ils sur les risques potentiels en matière de cybersécurité? Aujourd'hui, nous recevons trois intervenants, Béchir Sebaï, Julia Urbina Pineda et Luc Sanson. Je m'appelle Bruno Verhachten et j'animerai cette heure de discussion. Béchir Sebaï est fondateur et PDG de la société ACG Cybersécurité, qui est un cabinet d'audit, de conseil et de gouvernance spécialisé en matière de cybersécurité, RGPD, continuité d'activité et gestion de crise. ACG Cybersécurité se positionne comme un pure player de la cybersécurité. Béchir a plus de 15 ans d'expérience en conseil stratégique et opérationnel en sécurité et cybersécurité pour des grands groupes privés et publics en France, en Europe et en Afrique. Il a été élu meilleur formateur francophone PECB 2019 et 2020 et il est titulaire de plusieurs certifications. Bonjour Béchir. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Luc Sanson. Luc Sanson est président de Briskwave, une société de conseil qui aide les opérateurs sans fil et les fournisseurs de solutions à tirer rapidement parti de nouvelles opportunités, à concevoir des réseaux rentables, des processus opérationnels efficaces, à accélérer l'acceptation et le déploiement de nouveaux services et solutions. L'expertise de M. Sanson réside dans la gestion d'initiatives stratégiques en matière d'évolution technologique, de sélection de fournisseurs et de déploiement de solutions, en mettant l'accent sur la transformation 5G et le partage du réseau. Il planifie actuellement le déploiement de la 5G avec des opérateurs en Amérique du Nord et possède une vaste expérience dans les programmes de partage de réseau. Monsieur Sanson détient une maîtrise en sciences appliquées, il est l'auteur de nombreux articles techniques et il détient 2 brevets. Bonjour Luc. Bonjour Bruno, grand plaisir d'être avec vous. Bien, nous devons donc parler des avantages et des risques potentiels en matière de cybersécurité concernant la 5G. Je vous propose donc de démarrer tout de suite par les avantages. Nous enchaînerons par la suite sur les risques potentiels. Luc, quels sont pour vous les différenciateurs clés et les propositions de valeur de la 5G? Ouais, alors Bruno, si on considère, on regarde les 4 générations de technologies cellulaires précédant la 5G, elles ont visé avant tout à connecter les gens, alors que la 5G, elle, vise à connecter les gens et tout le reste des objets de la planète. Donc la 5G vise à améliorer les performances du réseau, donc autant augmenter le débit des données, réduire la latence, augmenter la densité de trafic et de connexion, à augmenter la disponibilité du réseau, ce qui va permettre d'améliorer les offres de services et offrir de nouveaux services qui ne sont pas réalisables aujourd'hui avec les technologies existantes. Et ça, donc, basé sur les performances réseau améliorées et va permettre d'adresser, entre autres, des applications, des services qu'on appelle en anglais life critical, donc soit dans le domaine de la sécurité publique ou même dans le domaine de la télémédecine. Elle va fournir des trafics et des services à un beaucoup plus grand nombre et un plus large éventail de types d'appareils que les générations de cellulaires existantes. Et tout ça va permettre de mieux desservir les industries verticales et ultimement d'accélérer la transformation numérique dans les secteurs clés de l'économie. Mais la 5G fait plus que ça. Donc, en plus d'améliorer les offres de services, la 5G va créer des nouveaux modèles commerciaux. Aujourd'hui, un opérateur cellulaire est typiquement un fournisseur de connectivité. Il va devenir maintenant un fournisseur d'infrastructures de télécommunications, un fournisseur de services à un ensemble de partenaires tierces dans l'industrie. La 5G va créer un écosystème ouvert et agile qui va permettre le développement par des tierces de services ou d'applications innovants qui vont exploiter l'intelligence artificielle, le traitement des mégadonnées, le traitement de données qui sont conscients du contexte et vont permettre aux clients aussi de gérer leurs propres services personnalisés avec une granularité sans précédent aujourd'hui en ce qui concerne tous les paramètres de la qualité de service de leur service. Mais finalement, la 5G va également accroître l'efficacité opérationnelle. Elle va raccourcir le temps et réduire les coûts de déploiement et de délivrance de nouveaux services vers les nouveaux utilisateurs. Elle va faciliter aussi la convergence entre des infrastructures informatiques dites TI
et les infrastructures réseau. Elle va réduire le coût par appareil, par connexion, par volume de données, par bit par seconde. Et elle va simplifier les opérations et la gestion du réseau grâce à l'automatisation et l'auto-adaptabilité du réseau. Donc ça va permettre d'adresser un ensemble de secteurs verticaux qui sont peut-être aujourd'hui mal desservis, que ce soit dans le domaine de la sécurité publique, dans le domaine de la radiodiffusion, dans le domaine des transports automobiles ou ferroviaires, les villes intelligentes et ce qu'on appelle aussi l'industrie 4.0, donc tout le secteur industriel. Oui, je comprends bien. En fait, le public en général se réfère à la 5G pour dire oui, je vais avoir un meilleur débit, je vais pouvoir télécharger mes applications, mes films, etc. beaucoup plus vite. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, il y a vraiment un changement de paradigme entre la 4G et la 5G. C'est tout un nouveau marché qui va pouvoir s'articuler autour de cette technologie. C'est pas juste un changement de débit. Vous êtes en train de nous expliquer que c'est bien plus que ça, en fait. Et ça va pouvoir aussi se répliquer dans l'industrie. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais éventuellement, on pourrait enchaîner là-dessus. L'industrie 4.0, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots et en quoi la 5G est pertinente pour l'industrie 4.0? Alors, donc, dans le domaine de l'industrie 4.0, quand on regarde les applicatifs qui vont alimenter l'industrie 4.0, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler là, de ce qu'on appelle les virtual twins dans le secteur de la Oui, bien sûr. robotisation, par exemple. C'est un secteur qui est vraiment mal desservi parce que ces applications nécessitent des latences qui ne sont pas du tout rencontrées aujourd'hui avec aucune des technologies sans fil. Et donc, la 5G, dans le domaine de l'industrie 4.0, un des secteurs qui est très prometteur, c'est entre autres celui de la robotisation complète et même de la micro-robotisation. Donc, au lieu d'avoir des robots complètement autonomes, on va éventuellement remplacer tout ça par des micro-robots qui vont être beaucoup plus agiles, mais qui, eux, nécessitent un service centralisé qui va prendre en charge, en fait, la capture des données et l'envoi de commandes vers cet ensemble de robots dans les secteurs manufacturiers de pointe. Donc ça, c'est un exemple où la 5G peut jouer un rôle clé, en fait, pour ce secteur. D'accord, j'entends bien. Béchir, n'hésitez pas à rebondir hein, si tout ça vous évoque quelque chose, si vous avez des informations complémentaires à nous donner là-dessus. Moi, j'entends aussi beaucoup parler de la 5G. Merci. J'entends aussi beaucoup parler de 5G pour tout ce qui est IoT et edge computing. Alors, pas forcément dans l'industrie, mais n'importe où dans le monde, dans la place publique, pour la smart city, etc. Quels sont les avantages immédiats de la 5G pour ces technologies? Bon, je vois bien le débit, la réactivité, mais encore, on parlera des risques tout à l'heure, mais allez, on va pas trancher tout de suite. J'ai bien conscience que les avantages sont très certainement supérieurs aux risques inhérents à ça. On entend souvent parler de l'IoT apocalypse, etc. J'imagine que la 5G va permettre de régler certains de ces soucis. En tout cas, je l'espère. Ouais, bah, en fait, juste un mot sur ça, peut-être. C'est sûr, quand on parle les villes intelligentes, on parle évidemment d'un nombre massif de ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc des objets qui vont tous être connectés sur l'Internet. Ces appareils, évidemment, souvent vont être intégrés dans des lecteurs de consommation d'eau, d'électricité. Donc, ce ne sera pas nécessairement des appareils aussi évolués que les smartphones que les humains transportent avec eux. Donc, le réseau va s'adapter à ces petits appareils qui n'auront pas nécessairement accès, par exemple, à une alimentation de type smartphone. Donc, alors que déjà la 4G supporte déjà l'Internet des objets jusqu'à un certain point. Elle utilise essentiellement des connectivités ou des services de connectivité qui ont été planifiés et designés pour des communications humaines basées souvent sur des smartphones. Et souvent, ce qui arrive, c'est que le réseau 4G n'est pas très efficace dans la gestion de ces appareils qui, parfois, dépendant des applications, ne génèrent pas beaucoup de données
et n'ont pas beaucoup donc d'alimentation. Donc, ils ont une durée de vie qui doit être très, très longue avant de se réalimenter. Donc, il faut que ce soit très, très efficace au niveau de leur communication radio vers le réseau 4G, en l'occurrence ici le 5G. Donc, le réseau 5G s'adapte à ces nouveaux appareils. Et, euh, et ce qui va arriver aussi, c'est que le nombre exponentiellement croissant de ces appareils fait que du côté du réseau, du côté de la gestion de ces appareils et de la configuration de ces appareils, la mise en place de ces appareils ou le service, le nombre va être tellement grand que les processus actuels d'approvisionnement du réseau ne suffiront plus pour permettre une élasticité, une rapidité d'approvisionnement. Donc, il va falloir complètement automatiser le processus pour pouvoir justement établir les services de connectivité vers un nombre exponentiellement croissant d'appareils. Et la 4G, elle n'a pas ces fonctions très évoluées. Elle est encore basée sur des processus très, comment est-ce qu'on peut dire, très basés sur le nombre d'humains, en fait, sur la planète. Mhm. Et il faut revoir tous ces processus d'approvisionnement et c'est ça que la 5G va pouvoir faire, entre autres. D'accord. Moi, j'entendais souvent un débat entre les partisans de LoRaWAN à l'époque, parce que vous parliez de consommation électrique, et les partisans de la 2G, 3G, 4G. Et chacun, dans son coin, disait que niveau énergétique, sa technologie était plus performante. J'ai l'impression que ça va être relativement tranché. Alors évidemment, ça ne pourra pas répondre à tous les cas d'usage, mais de ce que j'en comprends, la 5G a été pensée de telle façon à ce que ces appareils qui n'ont pas beaucoup de batterie, par exemple, ou pour lesquels voilà, on espère une durée avant intervention de 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ces appareils-là pourront émettre en 5G en étant beaucoup plus efficients que les appareils qui fonctionnaient en 2G, 3G, 4G. C'est bien ça? Exactement. C'est une Et excellente nouvelle. il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est la question va se poser, qui va gérer ce parc d'appareils, d'objets intelligents, les objets de l'Internet? Aujourd'hui, typiquement, c'est surtout un opérateur cellulaire, parfois de façon un peu périphérique, là, des fournisseurs de services IoT. Mais ce que la 5G va vraiment permettre, c'est d'ouvrir complètement le réseau et permettre justement à ces utilisateurs d'objets de gérer eux-mêmes, en fait, leur propre parc d'appareils, en fait. D'accord, ça c'est vraiment excellent et c'est vraiment novateur. Enfin, c'est assez disruptif en fait. Que chacun va pouvoir gérer sans dépendre d'un opérateur, c'est vraiment excellent. Contrairement à la 4G, effectivement, moi ce que j'ai lu sur la 5G, c'est qu'il y avait aussi les réseaux privés qu'on pourrait retrouver par exemple à l'intérieur des usines. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Ouais, ça, c'est effectivement une nouveauté. Donc, la 5G, pour la première fois, contrairement à toutes les autres générations précédentes qui sont très orientées opérateurs cellulaires, sur le paradigme du spectre qui est licencié en fait à des opérateurs cellulaires et qui utilisent les cartes SIM, la fameuse carte SIM qui est en fait l'apanage des opérateurs cellulaires. Mhm. La technologie 5G permet maintenant un nouveau paradigme. C'est des connectivités ou un service qui n'est plus basé maintenant sur les cartes SIM, de façon à permettre justement aux entreprises privées de déployer de façon entièrement privée la technologie 5G, tout en bénéficiant en fait là, de tous les avantages de la 5G. D'accord, c'est même plus de l'eSIM, c'est plus de SIM du tout. C'est plus simple, c'est-à-dire c'est une option maintenant. Il y a évidemment toujours le bon vieux modèle cellulaire qui est basé sur Oui, une carte SIM. Mais l'option maintenant existe dans la 5G d'offrir des services 5G sans utiliser une carte SIM. Le seul désavantage, c'est qu'elle ne donne plus accès maintenant à tous les services d'itinérance sur la planète. Alors évidemment, pour pouvoir faire de l'itinérance à travers le mm, monde, à travers tous les opérateurs cellulaires, il faut évidemment une carte SIM. C'est le passeport en fait qui vous donne accès à tous les réseaux cellulaires du monde entier. Mais pour une entreprise qui voudrait déployer de la 5G seulement localement, euh, à l'intérieur du périmètre d'opération de son entreprise et qui n'a pas besoin nécessairement de services d'itinérance, elle peut à ce moment-là se départir de la carte SIM et offrir un service sécurisé d'une autre façon. d'accord. Eh bien, c'est très clair pour moi. Béchir, une réaction par rapport à tout ça? Non, tout ce que vient de dire donc Luc, c'est très intéressant. Je pense que je peux pas Aucun rajouter souci. d'autres choses. Voilà, c'est très bien. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages qu'on aurait oublié de voir, Luc?
En fait, oui, il y a peut-être d'autres avantages, mais en fait, ils sont liés en fait aux catalyseurs technologiques utilisés par la 5G. Alors, j'allais peut-être les aborder, mais plus dans le contexte justement du risque additionnel que peut-être apportent les 5G ou des éléments qu'il faut considérer maintenant quand on déploie la 5G, justement parce que la 5G utilise certains de ces catalyseurs technologiques qui ont tous évidemment leur valeur, qui permettent Mhm. d'opérer la transformation 5G, mais qui viennent maintenant avec un ensemble de considérations nouvelles qui n'existaient peut-être pas dans les technologies précédentes. D'accord. Luc Béchir, donc il semblerait qu'il y ait des risques qui ont été introduits directement et spécifiquement par la 5G, donc des choses qui sont totalement nouvelles, que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, effectivement, merci Bruno, merci Luc. Effectivement, aujourd'hui, on parle d'un nouveau écosystème, donc avec la 5G. Donc, forcément, on aura des nouveaux risques, des nouvelles menaces, des nouvelles vulnérabilités. Il faut savoir toujours, on doit rappeler que la sécurité 100% n'existe pas et le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience avec l'arrivée de la 5G. Forcément, le grand cyberespace va exploser. Et d'ailleurs, parmi les grands avantages cités par Luc, c'est que vraiment, on aura plus d'appareils connectés. Et ce qui va faire, c'est que le cyberespace va exploser. Et lorsqu'on parle d'actifs connectés, on parle de risques. Et là, euh, les cyberattaquants vont essayer d'exploiter la moindre faille dans ce nouveau écosystème. D'ailleurs, on a eu pas mal des tentatives, que ce soit dans l'automobile connecté. Il y a eu donc pas mal des scénarios de cyberattaque. Donc, c'est la prise de contrôle à distance des configurations et les hackers donc ils ont pu modifier les informations et la programmation. Ça, c'était juste à titre d'exemple, mais il faut savoir que aujourd'hui, on a de plus en plus des scénarios de risque. Des cyberattaquants sont de plus en plus organisés. On parle aujourd'hui de la cybercriminalité, on parle de la cyberguerre, parce que il faut savoir aussi que on parle parmi donc les objectifs, c'est d'avoir des villes connectées, euh, de plus d'objets connectés. Ben, derrière, il faut s'attendre aussi à d'autres risques. Et on parle de la cyberterroriste notamment. Donc, ce qui fait, c'est bien d'avoir les avantages, mais il ne faut pas aussi oublier les inconvénients, les risques et par rapport à ce nouveau écosystème que moi je pense il y aura plus de cyberattaques qu'actuellement. Voilà. Et toujours, comme on le dit, chaque changement, il aura toujours des failles, des nouvelles failles. Et d'ailleurs, donc on l'a constaté durant le confinement, durant le Covid-19, on a eu plusieurs tentatives, plusieurs cyberattaques parce que toujours le changement, c'est comme ça. Donc on n'est pas prêt et on n'est pas conscient et on peut pas détecter tout de suite donc les failles, les vulnérabilités. Et je pense que forcément les recherches et le temps va le démontrer que il y aura des failles non détectées à temps. C'est pour cela donc les sociétés doivent être conscientes et même les particuliers. On verra par la suite sur les mesures de sécurité compensatoire qu'on peut Mhm. mettre en place, mais pour l'instant, il faut garder en tête que ça reste quand même un écosystème à risque, un écosystème vulnérable. Et puis voilà, il faut avoir cette conscience. C'est bien d'avoir la 5G, mais on rappelle quand même qu'il y a plusieurs scénarios de risque. D'accord. Luc, est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns de ces nouveaux risques? Par exemple, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pourriez détailler, s'il vous plaît? Oui, Bruno, ben, je peux en parler un peu. Alors, rapidement, un des catalyseurs technologiques les plus importants de l'architecture 5G, c'est la virtualisation complète du réseau cœur. Mhm. C'est la première fois dans le domaine du 3GPP, qui est l'organisation qui écrit les spécifications des technologies cellulaires,
qu'une technologie cellulaire est entièrement virtualisée. Donc, elle est basée sur une architecture infonuagique. Elle est construite sur des microservices. Elle est complètement virtualisée. Et le but de tout ça, c'est de permettre d'offrir un moyen beaucoup plus ouvert, flexible, élastique et efficace d'utiliser les ressources réseau, ainsi que de permettre une réduction des dépenses de fonctionnement et d'immobilisation de réseau cellulaire. Elle permet aussi, et ça c'est très important de comprendre, elle permet maintenant de déployer un réseau 5G sur une infrastructure infonuagique qui peut être soit privée, donc disons par exemple à l'intérieur des périmètres d'un opérateur cellulaire ou même d'une entreprise privée, mais également publique, donc vers ce qu'on a appelé les hyperscalers. Alors je vais en nommer quelques-uns, ça peut être AWS, ça peut être Google, ça peut être Microsoft Azure par exemple ou d'autres. Et ça peut même être déployé dans des structures hybrides. Donc, une partie du réseau repose ou est hébergée chez un des clouds publics de type hyperscaler et une autre partie du réseau, lui, réside et est hébergée sur un infonuage qui est privé, en fait. D'accord. Alors, que choisissent, excusez-moi, que choisissent les opérateurs cellulaires, justement? Est-ce qu'ils font confiance à Google, Microsoft ou Amazon, ou est-ce qu'ils font tout en in-house dans voilà, un cloud privé, ou est-ce que c'est un mix des deux? Parce que Amazon est déjà tombé. euh, bon, Google et Microsoft, si c'est pas déjà arrivé, ça ne tardera pas, ça arrivera un jour. Donc, si ce jour-là arrive, nous perdons une partie de la 5G, ou est-ce que tout est géré chez les opérateurs? Alors là on tombe c'est une question très, très intéressante, Bruno. Si vous regardez un peu, vous observez ce qui se passe dans l'industrie, vous verrez à peu près tous les types de modèles. Donc, premièrement, c'est important de préciser que tous les opérateurs, à toute fin pratique, ont déjà annoncé des partenariats avec des opérateurs infonuagiques publics. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont nécessairement déployer l'ensemble des fonctionnalités cœur et peut-être même l'accès 5G sur un infonuage public, mais ils ont définitivement un plan pour pouvoir, entre autres, utiliser les infonuages publics pour pouvoir justement adresser les besoins des entreprises et peut-être des industries. Dans quel cas, ils viendraient utiliser ces opérateurs infonuagiques qui sont souvent déjà présents dans l'industrie pour des services, des applicatifs ou des centres de données. Ils pourraient assez facilement aller déposer certains éléments du cœur 5G pour permettre justement de déployer des applications qui seraient optimales pour desservir ces entreprises ou ces différents créneaux de l'industrie. Donc, tous les opérateurs ont en ce moment une feuille de route, qu'elle soit partielle ou non, pour pouvoir déployer certains éléments de leur réseau sur des clouds ou des infonuages publics. Certains opérateurs vont plus loin. Alors là, ça, ce n'est pas de l'information confidentielle. Ça a été annoncé d'ailleurs, un nouvel opérateur aux États-Unis, Dish Network, qui opère déjà dans d'autres secteurs des télécoms, qui se lance maintenant dans le cellulaire, qui a obtenu des licences pour le spectre 5G, a décidé d'y aller avec la totale. Donc, l'ensemble de leur réseau 5G va être déployé sur AWS. Alors, évidemment, beaucoup de gens regardent avec beaucoup d'attention cette décision de Dish et le succès de Dish pourrait peut-être inciter d'autres opérateurs à faire de même. Oui, jusqu'à la première panne éventuelle ou C'est la ça. première attaque. Alors évidemment, les opérateurs infonuagiques publics doivent également un peu s'adapter parce que jusqu'à présent, ils ont surtout déployé ou ils supportent beaucoup d'applications de type TI. Et toute l'initiative telco, c'est relativement récent pour eux. Et ce qu'on appelle le telco grade cloud, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à adresser quand même depuis peut-être quelques années déjà. Et Dish va vraiment, d'après moi, être le grand test ultime, là, ce qu'on peut appeler l'acid test, là, à savoir si oui ou non l'info nuage public est maintenant un niveau qui permet
de déployer entièrement des applications de type telco. On verra comment ça va se passer. D'accord, j'entends bien. Mais effectivement, je comprends mieux le risque. En fait, les opérateurs vont offrir une nouvelle facette, une façade d'attaque éventuelle par l'utilisation des opérateurs infonuagiques. C'est un souci supplémentaire qu'il n'y avait peut-être pas avant, puisque j'imagine qu'avec la 4G et les technologies précédentes, tout était géré directement chez les opérateurs, en tout cas au moins en grande partie. Exactement. Et certains vont répondre à ça qu'en fait, peut-être au contraire, les opérateurs infonuagiques publics ont une meilleure connaissance des risques en fait Oui. associés. Alors ils ont déjà beaucoup d'applicatifs quand même qui résident, qui sont hébergés sur leur infrastructure. Donc ils sont déjà passés à travers tous les problèmes de vulnérabilité, d'attaque et autres. Ils ont développé quand même une très très forte expertise dans le domaine de la sécurité. Il n'en reste pas moins que l'ajout d'un opérateur infrastructure infonuage public ajoute en fait dans la chaîne d'approvisionnement et vient compliquer un peu la chaîne de responsabilité là, justement de la gestion de risque et de la sécurité. J'entends bien. C'est très intéressant tout ça. C'est un risque nouveau, donc j'ai bien compris, qui a été introduit spécifiquement par la 5G. Béchir ou Luc, est-ce qu'il y a des risques qu'on connaît déjà avec les technologies précédentes qui ont été augmentés par le passage à la 5G ou des nouveaux qui ont été introduits, mais indirectement par la 5G, des risques qui existaient pour d'autres technologies, pas forcément avec la 4G et la 3G, mais que par l'utilisation de la 5G se trouvent augmentés et mis en lumière? En fait, merci pour cette question. En fait, tout simplement, on a toujours des risques, que ce soit sur la 3G, la 4G, la 5G. Mais par contre, comme je l'ai dit, avec l'arrivée de la 5G, donc on a un changement. C'est quoi le changement? C'est la bande passante, c'est la vitesse. Donc, lorsque on parle de l'augmentation, on parle de l'augmentation de la surface de l'attaque et de la rapidité de l'exécution de scénarios d'attaque. Donc, forcément, le timing, ça va jouer. Pourquoi? Parce que un attaquant, bien un groupe de cyberattaquants, c'est plus facile pour eux pour pouvoir infecter et toucher plus de PC ou bien d'actifs connectés dans le cyberespace. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la rapidité et grâce aussi à la bande passante pour faire l'exfiltration des données. Donc, c'est ça vraiment les risques qui existent auparavant, mais on aura forcément plus peut-être de tentatives d'attaque ou bien d'autres scénarios. En tout cas, comme je l'ai dit, les cyberattaquants ne prennent pas de congé. Forcément, ils sont en train de chercher, de creuser, de trouver donc des nouvelles failles, des nouvelles vulnérabilités. Et forcément, comme vous le savez, lorsqu'on parle d'objets connectés, on sait très bien que malheureusement, on a un problème de sécurisation, que ce soit des objets connectés, que ce soit aussi l'éducation des personnes qui utilisent donc les smartphones ou bien qui vont installer et déployer donc des objets connectés, malheureusement, ils n'ont pas ce réflexe et la notion de sécurité by design ou bien les bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information. Je pense qu'il faut vraiment viser sur l'éducation, la sensibilisation, comment sécuriser au maximum les objets connectés, comment éduquer les utilisateurs pour pouvoir aussi au moins réduire et faire face donc aux cyberattaques avec l'arrivée de la 5G. Et je pense que beaucoup de travail attend donc les opérateurs et surtout donc les entreprises pour réduire les risques. Oui, les opérateurs et même les fabricants, il faudrait Tout aussi à fait. éduquer les Bien fabricants sûr. d'IoT qui laissent partir les terminaux, les devices avec des mots de passe par défaut et que les utilisateurs qui eux non plus n'ont pas été formés laissent par défaut et qui sont infectés peu de temps après. Oui, effectivement, Tout il à y fait. a du travail. Tout à fait, tout à fait. C'est le problème que les appareils ne sont pas suffisamment sécurisés. Ça, c'est un vrai problème et un grand problème. Donc, on va faire face à ça.
Très bien. Luc, est-ce que vous pourriez me dire, donc, me citer un risque qui a été introduit indirectement ou augmenté par la 5G? Oui, Bruno, en fait, il y en a quelques-uns. Là, je vais peut-être en citer quelques-uns. Alors, par exemple, on a parlé de l'aspect infonuagique Oui. et virtualisé de la 5G aujourd'hui. Évidemment, on veut tirer parti également de ce qui existe déjà, qui est le processus là, de Continuous Integration and Continuous Delivery, qui existe déjà beaucoup dans le domaine de TI. C'est essentiellement l'idée que les mises à jour du réseau se font quasiment automatiquement et quasiment en temps réel pour faciliter, entre autres, par exemple, le déploiement de ce qu'on appelle les patchs de sécurité dans le réseau. Mhm. Donc, la 5G veut s'accaparer toute cette intégration. C'est littéralement une pipeline, en fait, de continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. Donc, ça, c'est un processus qui existe beaucoup dans le domaine TI, mais qui est relativement nouveau pour la telco. Donc là, il y a aussi un élément nouveau qu'il faut sécuriser, c'est toute cette pipeline là, du lifecycle management. Mais il faut citer aussi certains éléments importants. La 5G, comme beaucoup d'autres domaines de l'industrie, se base de plus en plus sur les projets open source. Donc, c'est du code, en fait, qui est développé à l'intérieur de groupes ou de projets. On parle beaucoup de l'Open Network, Open RAN et ainsi de suite. Et tout ça est alimenté par ces projets d'open source où contribuent des grands acteurs de l'industrie. Donc, évidemment, là encore là, il y a deux écoles de pensée. Certains vont dire si le code source est exposé et disponible à tous, il est soit moins sécuritaire parce que laisse une chance aux hackers peut-être d'avoir une visibilité dans le code source et d'identifier les vulnérabilités. Mais il y a d'autres personnes qui pensent au contraire, plus le code est ouvert, plus il est sécuritaire parce que justement, il y aura plus de gens qui vont pouvoir contribuer à sécuriser en fait le code source utilisé là, pour. C'est presque un sujet de philo, hein. Vous avez 2 heures. Exactement. Là, je vais m'arrêter là, mais ça, c'est d'autres éléments quand même importants. Je pense que quand on regarde l'ensemble d'une politique de sécurisation du 5G, il ne faut pas négliger ces éléments. Et je pense noter, par exemple, que certains grands groupes, comme le GSMA, qui est le regroupement des grands joueurs ou des grands acteurs de l'industrie cellulaire, ont des groupes de travail qui s'occupent spécifiquement sur la sécurisation de tout ce qui est open source, en fait. D'accord. Ouais, ça c'est vraiment très, très important et très intéressant également. L'open source, oui, vaste débat. Béchir, Oui. comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse gérer les risques qui émergent, hein, les risques qu'on découvre avec la 5G? Est-ce qu'il y a une réflexion spécifique à la 5G ou est-ce que ça rejoint d'autres domaines de l'IT ou du telco? Comment est-ce qu'il y a une feuille de route claire pour aider les entreprises, les opérateurs et les utilisateurs pour gérer ces nouveaux risques? Merci pour cette question. En fait, moi, j'insiste toujours et je le dis, pour pouvoir faire face aux risques et pour faire face aux cyberattaques, il faut d'abord commencer par la mise en place d'une gouvernance en matière de management des risques. Donc, si l'entreprise sont conscientes du fait d'avoir toujours des nouveaux risques, de nouveaux scénarios d'attaque, il faut forcément mettre en place toute une stratégie et avoir une approche ou bien une méthodologie de management des risques. Comme il y a toujours des changements, que ce soit des changements internes, que ce soit des changements externes, ou bien des changements dans la technologie, donc les sociétés sont dans l'obligation de concevoir une stratégie afin de mettre en place toute la maîtrise des risques. Après, forcément, par rapport à ce changement, par rapport à la 5G, donc on a plusieurs étapes à faire. Donc la partie identification des vulnérabilités, la partie patch management des vulnérabilités, mettre en place les scénarios par rapport les cyberattaques, par rapport des techniques de cyberattaques pour pouvoir faire face
à ce nouveau changement, aux nouvelles technologies, notamment sur la partie chiffrement des données de bout en bout, parce que, comme vous savez, il y a un grand problème sur l'interception des données, ou bien on va impacter que ce soit la confidentialité, ou bien l'intégrité, ou bien même la disponibilité des données qui circulent dans les réseaux 5G. On a aussi les terminaux qui ne sont pas sécurisés, comme on a cité tout à l'heure, donc par défaut, les constructeurs, donc ils n'ont pas l'approche, la sécurité by design et la partie mot de passe robuste par défaut, la modification des mots de passe par défaut. Donc tout ça, ça nous ramène vers, comme je vous ai dit, plusieurs scénarios de risque. Donc forcément, tout commence par la gouvernance, par la stratégie. Après, dans le temps, il faut faire la veille pour être toujours à jour, pour voir un peu quelles sont les dernières vulnérabilités, ou bien notamment les vulnérabilités de type 0D qui ne sont pas encore connues, comment faire face à ces vulnérabilités de type 0D, comment se protéger. Et encore une fois, la sensibilisation, c'est un enjeu très important. On parle même de l'éducation carrément. Avoir une culture de management des risques et une culture de sensibilisation, y compris donc avoir donc la partie VPN, donc sécuriser au maximum donc les accès, les connexions. Donc voilà, je pense que pour moi, on peut mettre plusieurs mesures de sécurité, mais le plus important, c'est la gouvernance et avoir une stratégie claire sur le management des risques. D'accord. Et ça, j'imagine à tous les niveaux, aussi bien chez les Bien sûr. opérateurs, chez les industries, etc. D'accord. Voilà. C'est vraiment, c'est ça ce qu'il faut, parce qu'on ne va pas citer quelques mesures, parce qu'on va se fixer sur 1, 2, 3, 4 scénarios, c'est pas le but, Mhm. parce que les scénarios changent. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées aujourd'hui. On a toujours des nouvelles techniques d'attaque. Donc, pour cela, sincèrement, la seule façon, c'est avoir une gouvernance. Si on met en place une gouvernance, c'est qu'on peut faire face à tout type de cyberattaque et l'entreprise sera toujours prête pour gérer toute nouvelle vulnérabilité, tout nouveau scénario de risque ou bien toute nouvelle technique de cyberattaque. D'accord. Donc, si je comprends bien aussi, c'est la 5G, ça permet également par sa vitesse, par la multiplication des terminaux qui vont être connectés à cette 5G, c'est aussi ça qui pose problème. C'est pas forcément de nouveaux types d'attaques spécifiques à la 5G, c'est-à-dire que la 5G va permettre la diffusion plus rapide et peut-être plus massive d'attaques. C'est pas forcément, enfin, ça sera le vecteur, mais c'est pas forcément le risque inhérent. Il n'est pas lié à la façon dont la technologie a été conçue. C'est juste ce qu'elle offre qui ouvre les possibilités aux attaqueurs, si j'ai bien compris. Tout à fait, Bruno. Vous avez bien résumé donc ce que je voulais dire. Merci. Euh, voilà, c'est bien ça. Voilà. Luc, on parlait de la virtualisation complète et d'autres risques qui ont été introduits indirectement, augmentés par la 5G. Comment est-ce qu'on peut identifier des contre-mesures et des solutions, alors qu'ils soient spécifiques à la 5G ou pas du tout, hein, puisque la virtualisation, l'utilisation d'opérateurs infonuagiques publics, c'est utilisé dans beaucoup d'autres domaines. Mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut identifier ces contre-mesures, quelles solutions existent, et si elles existent, est-ce qu'elles sont efficaces? Bon, c'est sûr que, Bruno, avec tout l'enrichissement du 5G par rapport aux générations précédentes, on s'entend que toute la politique de sécurisation va devenir de plus en plus complexe. Il n'y aura plus un seul groupe qui va pouvoir définir l'ensemble des mesures, des protocoles, des recommandations de sécurité pour la Mhm. 5G. À l'origine, c'était le 3GPP qui donc est en charge de spécification des normes des technologies cellulaires, qui était vraiment en charge de définir tout ce qui était options de sécurité, protocoles de sécurité à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler la fabrique là, des technologies cellulaires.
Aujourd'hui, évidemment, plusieurs groupes vont s'appliquer. Par exemple, la sécurisation de l'info nuagique comme telle n'est plus du ressort du 3GPP. En fait. C'est vraiment à l'extérieur de la portée du 3GPP. Donc, il va y avoir d'autres organismes, d'autres groupes de l'industrie qui devront s'occuper justement de faire toutes ces analyses de vulnérabilité et faire des recommandations spécifiquement pour l'info nuagique, par exemple. Mais pour venir au 3GPP, la recommandation, c'est que malheureusement, il faut vraiment regarder l'ensemble de tout ce qui est vulnérable maintenant dans un contexte 5G. Et il va falloir maintenant, évidemment, regarder en détail ce que tous ces organismes recommandent un après l'autre. Le 3GPP, il faut le noter quand même, c'est important, a quand même renforcé les mesures de sécurité à l'intérieur de la fabrique, si on peut l'appeler comme ça, 5G, par rapport à ce qui était 4G. 4G avait déjà, ou encore, certaines petites vulnérabilités qui ont été comblées avec la norme 5G. Par contre, il faut être au courant de toutes les options de sécurité qu'offre maintenant la norme 5G. Il faut s'assurer que le fournisseur d'équipements offre toutes ces options. Il va falloir configurer toutes ces options de sécurité selon les risques et les vulnérabilités qui sont présentes. Donc, ça demande quand même une connaissance assez approfondie de la sécurité à l'intérieur de la fabrique 5G. Donc ça, c'est quand même, c'est le début de tout, c'est de sécuriser la fabrique 5G comme telle. Et je pense que c'est important de préciser aussi que au-delà de ce que des options de sécurité que la 5G peut offrir, il faut aussi s'assurer que les produits comme tels sont construits de façon sécuritaire. Alors, 3GPP a aussi développé un ensemble de spécifications d'assurance de sécurité pour tous les produits ou toutes les fonctions constituant le 5G. Et il y a des groupes d'accréditation qui sont accrédités pour tester en fait les produits contre ces spécifications d'assurance. Donc, ce sont vraiment que les produits qu'on achète, que ce soit pour des entreprises privées ou encore des opérateurs cellulaires, aient en fait l'accréditation complète et sont considérés sécuritaires là, au niveau du 5G. Donc ça, c'est vraiment le début, c'est de sécuriser la fabrique 5G comme telle. Maintenant, quand on parle des risques périphériques reliés, par exemple, à l'info nuagique, on n'a peut-être pas parlé, mais il y a un autre catalyseur technologique qui s'appelle le Multi-Access Edge Computing. Le 5G Non, on n'en a pas parlé. va faire beaucoup d'utilisation. Donc ça, l'idée, c'est qu'il y a un serveur qui... Ben, en fait, c'est essentiellement une délocalisation des fonctions réseau 5G, soit en périmètre, et toujours à l'intérieur du périmètre, en périphérie de l'opérateur cellulaire, ou encore carrément distribué ou installé chez un client ou une entreprise privée. Toute cette technologie aussi vient avec son lot de risques inhérents, cette couche MEC, si on peut l'appeler comme ça. Et là aussi, il y a des groupes de travail. Par exemple, je peux citer l'ETSI, qui est très actif dans le domaine du MEC, qui a développé un ensemble de spécifications de sécurisation de tout ce qui est l'écosystème MEC. Alors ça, c'est un autre exemple où il faut donc sécuriser la fabrique 3GPP 5G. Et si on fait l'utilisation des MEC, il faut sécuriser l'ensemble du MEC. Si on utilise l'info-nuage, il faut sécuriser l'info-nuage. Et ainsi de suite. Tous ces éléments apportent maintenant une obligation de développer des politiques de sécurité et d'être au courant, en fait, vraiment de ce que l'industrie, le meilleur de l'industrie a produit en termes de normes et de pratiques de sécurité. Ouais, si je comprends bien, donc le 3GPP ne peut pas donner des recommandations pour l'ensemble du spectre de la sécurité pour la 5G. Il fait au maximum, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à ce qui était déjà pour la 4G. Il n'y a pas d'organisme supérieur au 3GPP qui réglerait ce problème. Donc c'est à chacun, les opérateurs, les entreprises, de mettre en place une politique de sécurité qui englobe tout ça et qui soit pas juste lié à la 5G d'ailleurs, mais qui fasse attention à toutes les portes d'entrée de tous les problèmes qui sont potentiels concernant la cybersécurité en fait. Donc il va falloir que les différents métiers se parlent plus pour réussir à sécuriser la solution dans son ensemble. Ouais, et en fait, je conclurais sur ça, c'est qu'on se rend compte qu'avec le,
la nécessité de sécuriser les infrastructures de télécommunications, depuis plusieurs années, les politiques se sont emparés du problème, là. Et il y a des groupes gouvernementaux. Donc, en Europe, par exemple, il y a l'ENISA qui s'est emparé de tout ce défi d'avoir une vision complète de la sécurisation du 5G. Et ils ont commencé à consolider justement les meilleures pratiques de sécurité, que ce soit donc du 3GPP, de l'ETSI, du GSMA, des groupes américains comme NIST aussi, qui sont des groupes gouvernementaux qui s'occupent de définir des normes de sécurité pour l'ensemble des télécoms et autres. Ils essaient justement de définir, à partir de tout ce qui est disponible aujourd'hui, de définir les meilleures pratiques et éventuellement mettre entre les mains des régulateurs, en fait, de l'industrie des télécoms pour s'assurer que l'ensemble de l'industrie suit les meilleures pratiques de sécurité. Donc, il y a un besoin, là, peut-être, même pour le régulateur, de s'emparer de cet enjeu de risque et de définir au niveau national, en fait, des normes de sécurité à respecter par tous les acteurs de l'industrie. Oui, ça c'était intéressant. Donc on pourra avoir une certification nationale, voire européenne, concernant ces pratiques de sécurité par rapport à la 5G. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Je ne vais pas parler pour les régulateurs, mais ce n'est pas inconcevable qu'effectivement des opérateurs soient mis à l'index, en fait, parce qu'ils ne respectent pas les normes de sécurité minimales pour s'assurer que toute l'infrastructure des télécoms est sécuritaire. Alors, on s'entend que, bon, on a tous vu le président Trump bannir un vendeur aux États-Unis sur la base de problèmes potentiels de sécurité, en fait. Et c'est là où le régulateur, maintenant, est interpellé et doit réagir et peut-être prendre position. D'accord. On a une question de nos spectateurs. On nous demande quels sont les moyens actuels pour détecter des attaques liées à la 5G. Ah, ah, ça me semble un peu vague en fait, mais allez-y, vous êtes les spécialistes. Non, en fait, pas forcément sur la 5G, mais tout ce qui est objet connecté aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la détection des cyberattaques ou bien des cybermenaces. Il y a même des sociétés qui offrent donc cette possibilité de visualisation et une cartographie des cyberattaques. Donc, comme on l'a dit, forcément, donc chaque objet connecté, chaque actif connecté dans le cyberespace, forcément, donc il est vulnérable et on peut avoir donc plusieurs outils qui permettent de détecter donc les vulnérabilités, qui scannent en continu donc les objets connectés pour pouvoir identifier les vulnérabilités, sachant que, comme on l'a dit, il n'y a pas, parfois il y a des vulnérabilités de type 0D qu'on peut pas les détecter, plutôt on peut pas les corriger tout de suite, mais il y a pas mal des outils. On va pas faire de la promotion sur les outils, mais il y en a plusieurs sociétés qui offrent cette possibilité aujourd'hui. D'accord. Effectivement, on demandait pour détecter des attaques liées à la 5G, ça peut être lié du côté mon device et relié à la 5G, ou mes attaques proviennent de la 5G, ou on attaque l'opérateur infonuagique pour la 5G. Enfin, il y a beaucoup de types d'attaques différentes possibles. On ne peut pas évidemment répondre à tout. Luc, une réaction là-dessus? En fait, là, ce que je crois comprendre, c'est que la question est basée sur un peu plus le domaine de la surveillance de la sécurité. Donc, C'est ça. même si le réseau est sécurisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des attaques. Et bon, peut-être le réseau va résister aux attaques, mais il y aura inévitablement des attaques. Et là, la question, je pense, c'était plus à savoir est-ce que je peux constater qu'il y a des attaques, même si elles ne réussissent pas à percer le mur de sécurité. Alors là effectivement, il y a une panoplie de produits de monitoring, en fait, de surveillance des attaques qui peuvent être à différents points du réseau, que ce soit dans les points d'entrée, les ingresses là, du réseau, ou encore même, je sais qu'il y a des produits qui sont
vendus à l'intérieur même des fonctions 5G, donc des espèces de probes virtuelles, parce qu'évidemment, maintenant, tout est virtualisé. Donc, même les probes, en fait, qui viennent s'ingérer, s'installer à l'intérieur ou en périphérie des fonctions 5G, vont pouvoir monitorer, faire de la surveillance et détecter effectivement s'il y a des attaques qui ont lieu sur le réseau 5G. Donc ça, c'est un ensemble de produits qui sont parfois offerts par les vendeurs de solutions 5G comme telles, mais il y a aussi des joueurs créneaux qui ne font que ça, en fait, qui n'offrent que des solutions de surveillance et de monitoring de la sécurisation des réseaux 5G. D'accord, c'est clair. J'ai une question. Imaginons que je sois à la tête d'une usine qui prend la route de la fabrication 4.0 et j'ai eu une visite de commercial, je suis parti pour installer la 5G. J'ai totalement conscience de tous les avantages que ça va m'apporter. Qu'est-ce que je dois prendre en compte en termes de risque de cybersécurité avant de faire un chèque? Est-ce qu'il y a des profils particuliers que je dois recruter? Est-ce que je dois former les gens que j'ai déjà? Est-ce que je dois faire un audit, par exemple? Par quoi je démarre et est-ce que je le signe, ce chèque? Alors, Bruno, vas-y, Béchir. Allez-y. non, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Luc? La question est tellement large, Bruno, que j'allais me retourner vers Béchir. Oui, et il nous reste mais que 5 minutes. il reste que 5 minutes. En fait, j'allais répondre peut-être un peu simplement. Tout dépend évidemment vraiment des applicatifs là, qui vont être utilisés à l'intérieur de cette entreprise. C'est l'exemple qu'on veut donner. Oui. Il faut vraiment faire une analyse de vulnérabilité, établir les contre-mesures qui sont nécessaires. Et ça va devenir en fait les requis de sécurité qui devront être rencontrés par toute la solution qui va être achetée. Donc, avant de faire le chèque pour acheter une solution, il faut, de façon indépendante, à tête reposée, avoir déjà une analyse de la vulnérabilité que les applicatifs ou que la solution, dans le contexte spécifique qu'on veut utiliser, doit être rencontré. Et il faut vraiment définir ses requis de sécurité avant même de faire sa recherche ou lancer son appel d'offres pour les solutions 5G. Il faut que la sécurité soit mise immédiatement dans la première étape de sélection ou définition des requis, en fait, dans un contexte d'appel d'offres. Oui, j'entends bien. Et c'est pas forcément ce qui va être mis en premier lieu par les gens qui vont répondre à l'appel d'offres, mais j'entends bien qu'il faut faire une démarche sécurité dès le départ. Et Béchir, vous avez vraiment insisté là-dessus tout au long de ce webinaire. Il faut vraiment qu'il y ait une gouvernance concernant la cybersécurité en général, en intégrant bien sûr les problématiques spécifiques à la 5G. Tout à fait. Et surtout la sécurité by design et surtout la gouvernance, encore une fois la gouvernance, parce que on rappelle et on le rappelle toujours que le risque zéro n'existe pas, la sécurité 100% n'existe pas. Forcément, il y aura toujours des nouvelles vulnérabilités et des nouvelles scénarios, des nouveaux scénarios de cyberattaque. Voilà. Très bien. Eh bien, nous arrivons presque à la fin de ce webinaire. L'heure est passée vraiment très vite. J'ai appris énormément. Est-ce que l'un ou l'autre, vous auriez un mot de conclusion? De ma part, donc, c'est très intéressant comme sujet. Forcément, il faut sensibiliser et toucher le maximum donc, les parties prenantes par rapport à la sécurité de l'information dans cette nouvelle technologie et insister surtout sur la gouvernance en matière de sécurité de l'information et le management des risques de façon générale. Voilà. De ma part, c'est les messages qu'on doit passer par rapport à cette nouvelle technologie. Merci Béchir. Luc? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Béchir vient de dire. Donc, effectivement, il faut une gouvernance de sécurité. Il ne faut surtout pas se baser sur les fournisseurs d'équipements ou d'applicatifs pour vous aider à définir cette gouvernance de sécurité. Il faut vraiment que la gouvernance de sécurité soit définie de façon complètement indépendante.